Quand le soleil caresse les collines de Mulgore et que les ombres s'étirent sur les herbes dorées, celui qui saura prendre un moment pour écouter percevra peut-être les pas de ceux qui marchaient avant nous et le son envoûtant des tambours. Les taurennes vivent ici, au rythme des saisons et du vent, sous la bénédiction de la terre et le toucher réconfortant du soleil. Derrière cette sérénité des plaines sommeille une histoire plus vaste et souvent mouvementée, comme les courants d'un ruisseau turbulent, une histoire de guerre, de fuite, d'exil et enfin de reconnaissance. Des générations de nomades chassés par le feu et la haine, bien avant que les premières tribus ne foulent les plaines de Mulgore, avant même que les montagnes ne se dressent ou que les vagues s'écrasent sur les rives. Elle était déjà là, la terre-mère. Les anciens contes taurennes disent qu'elle n'était pas une déesse ni une entité lointaine, mais le souffle de la vie lui-même, un esprit qui investit chaque pierre, chaque brin d'herbe et chaque créature. C'est d'elle qu'est né le monde d'Azeroth que l'on connaît, et de son cœur qu'ont jailli les deux astres jumeaux. Anché, le soleil, symbole de force, de courage et de clarté. Et Musha, la lune, gardienne de la sagesse, du repos et des mystères. Ensemble, ils veillaient sur ce monde naissant, guidant les premières formes de vie vers l'équilibre de la nature. Parmi ces créatures façonnées par la terre et baignées dans la lumière du soleil, apparurent alors les taurennes. Grands, puissants et d'une impressionnante droiture d'esprit, ils furent parmi les premiers enfants conscients de la terre-mère, porteurs et témoins de son souffle, gardiens de son harmonie, en symbiose avec les éléments. Le vent leur enseignait la patience, le feu, le courage, l'eau, la mémoire et la terre, la sagesse. Bien avant les cales d'oreilles, les elfes de la nuit, les taurennes ont fait la connaissance de Cenarius, le demi-dieu des forêts. Il leur apprit à écouter la voix des arbres et à honorer la nature, non comme une force, mais comme une mère bienveillante. Ce lien explique pourquoi, encore aujourd'hui, les druides taurennes marchent dans ses traces, unissant chamanisme et druidisme. Mais le monde changea. Les puissances de la terre s'éveillèrent, et le monde connut des tumultes sans précédent. Les titans façonnèrent Azeroth, tandis que les dieux très anciens murmurèrent dans les profondeurs. Les dragons prirent leur envol. Alors, les taurennes, simples gardiens du monde vivant, reculèrent dans les plaines et les vallées, loin des montagnes enflammées et des guerres des dieux, comme si la terre-mère leur avait murmuré de laisser passer la tempête, observant le monde se transformer autour d'eux. Longtemps, ils furent un peuple dispersé. Chaque tribu suivait son propre totem, ses propres esprits, errant à travers Kalimdor au gré des saisons. Leurs noms se sont perdus dans le vent. Sabots de pierre, totem soleil, cornes lointaines, mais tous partageaient une foi commune, la même révérence pour la vie et le cycle de la nature. Les taurennes furent témoins de tout, des révoltes des éléments, des premières guerres des races, de la chute des anciens empires trolls et du réveil des dragons. Mais eux, jamais ne cherchèrent la gloire ou la conquête. Ils observaient, ils méditaient. Car la sagesse taurenne est lente, aussi lente que le pas du grand Kodo sous le soleil, aussi profonde que le silence des montagnes. Pourtant, ce monde en mouvement allait bientôt les contraindre à choisir. Les plaines sacrées deviendraient des champs de bataille, et pour survivre, les enfants de la terre-mère devraient apprendre à manier la lance pour autre chose que la chasse. C'est ainsi que commence l'âge des légendes, l'époque des tribus, des guerres, et d'un tauren qui allait changer le destin de tout son peuple. Cairn, sabot de sang. Les villages taurennes sont faits de peau et de bois, dressés au lever du soleil. Ils chassent juste assez pour nourrir les leurs, et chaque bête tuée est remerciée d'une prière. Ils ne possèdent rien, car pour eux,
La terre ne se possède pas. Elle se partage, elle se respecte et sert de guide. Bien qu'ayant profité d'années à prospérer loin des conflits, une autre civilisation vint interrompre cette ère de paix. Les centaures, nés de la corruption du demi-dieu Zaetar et de la princesse élémentaire Teradraz. Des créatures sauvages, cruelles et sans honneur, en contraste total avec la bonté des tribus taurennes. Pour eux, la chasse est un plaisir, pas un besoin, et les taurennes allaient devenir leur proie favorite. Pendant des siècles, les tribus taurennes furent traquées sans répit, chassées de leurs plaines, forcées à fuir toujours plus loin dans les terres. Ils devinrent un peuple d'exilés, vivant entre les griffes des montagnes et la brûlure du désert. Beaucoup périrent, et ceux qui ont survécu ont pour beaucoup oublié les anciens rites de leurs ancêtres, préférant concentrer leur énergie à protéger les leurs. Les chamans priaient encore, bien sûr, mais leur voix se perdait dans le vent. Les plus meurtris de ces taurennes pensèrent que peut-être la terre-mère détourna le regard, incapable de supporter la souffrance de ses enfants, qu'elle était incapable de protéger. Mais ce climat de désespoir a vu naître des taurennes plus puissants que leurs prédécesseurs, des taurennes plus grands, plus sages, entraînés dès le plus jeune âge à brandir les armes face à la barbarie des centaures. Le nom d'un d'entre eux résonne tout particulièrement dans la brise du soir. Cairn. Sabot de sang. Il rassembla les tribus dispersées. Il leur rappela la parole oubliée des ancêtres. La terre-mère veille sur nous. Cairn ne prêchait pas la guerre, mais la force dans l'unité. Sous son bâton et ses paroles, les taurennes retrouvèrent la fierté. Ils apprirent à défendre leur terre, à élever leurs totems comme des lances dressées vers le ciel, et à marcher ensemble comme une seule tribu. Ce fut le début du grand rassemblement, une ère nouvelle où le peuple taurenne cessa d'être une légende pour redevenir une nation. Rapidement, la tribu unifiée de Cairn fit comprendre aux centaures que massacrer des taurennes ne serait plus un jeu d'enfant et que les peuples des plaines rendraient coup pour coup. Bien que Cairn ait pu donner un second souffle à son peuple, la victoire était loin d'être à sa portée. Les taurennes restaient trop peu nombreux. Chaque nouvel affrontement semblait précipiter tout espoir dans la tombe. C'est alors qu'un événement inattendu arriva. En traversant les plages méridionales des Tarides pour retrouver son camp, Cairn et sa troupe tombèrent dans une embuscade centaure particulièrement mortelle. Sous la lumière brûlante d'Anché, Cairn s'est battu sans relâche, prêt à vaincre pour protéger les siens un jour de plus, ou à périr et enfin retrouver ses ancêtres aux côtés de la terre-mère. C'est alors qu'un étrange spectacle se produisit. Des créatures inconnues jaillirent des fourrés, des bêtes, elles aussi se tenant sur leurs deux pattes arrière, une peau verte, malade, protégée par des plaques de métal, des crocs proéminents de prédateurs derrière des casques à cornes imitant les couronnes naturelles des taurennes. C'étaient des orques. Un peuple venu par navire d'un lointain continent à l'est, et encore avant cela, d'un tout autre monde nommé Draenor. Mais ceci est une histoire pour une prochaine fois. Thrall et sa troupe intervinrent immédiatement, repoussant les centaures et sauvant Cairn, Sabot de sang et les siens. Lorsque le silence retomba, Cairn contempla Thrall, et dans ses yeux, il ne vit pas un envahisseur mais un frère. Je suis Cairn, chef des taurennes Bloodhawk. Vos peaux vertes se battent avec férocité et courage. Je suis intrigué. Ainsi naquit la première alliance de la nouvelle horde, non par la conquête, mais par le respect. Cairn proposa à Thrall un pacte. Les orques aideraient les taurennes à repousser les centaures et à atteindre la vallée de Mulgore. En échange, Cairn partagerait sa connaissance du continent et offrirait son amitié à la horde naissante. Thrall accepta, et ensemble, ils menèrent une campagne éclair contre les centaures, permettant aux taurennes de traverser la passe vers Mulgore et d'y établir leur premier camp permanent. C'est à ce moment précis que naquit le rêve des Pythons du tonnerre, une cité élevée quelques années plus tard sur les falaises, à l'abri du danger. Les plaines de Mulgore avaient enfin retrouvé la paix. Sous la guidance de Cairn, Sabot de sang, le peuple taurenne vivait à nouveau libre, tourné vers la terre-mère et le soleil. Mais dans le lointain, le tonnerre grondait. Un autre monde approchait, le prix à payer d'une alliance avec les orques. Dans la nouvelle horde fondée par Thrall, les taurennes trouvaient enfin leur place. Ils partageaient leur savoir, enseignaient le chamanisme et rappelaient aux orques la voie de l'équilibre. Sous Cairn, les tambours ne battaient pas pour la guerre mais pour la mémoire. Mais les vents du conflit ne cessent jamais longtemps. Thrall, le principal allié des taurennes, finit par quitter la horde pour suivre sa quête spirituelle.
C'est donc Garrosh sur l'enfer qui prit sa succession, et sous sa bannière, le sang remplaça la sagesse. Garrosh était l'antithèse totale de Thrall et des idéaux taurennes. C'était une brute, pour qui chaque aspect de la vie était un rapport de force à dominer. Cairn vit son rêve s'effondrer. Il accusa Garrosh de trahir l'esprit de la horde de Thrall, de renier les valeurs d'honneur et de respect qu'elle portait. Connaissant les coutumes orques, Cairn prit la lourde décision d'invoquer le Maggora, un duel à mort entre deux chefs, permettant de résoudre durablement les différends entre deux clans. Ce fut une décision déchirante pour Cairn. Il se sentit contraint à choisir la violence plutôt que la diplomatie, lui rappelant les lourds souvenirs des guerres centaures. Pourtant, il sentait que telle était la seule solution pour ramener l'équilibre dans la faction et préserver la paix, vaincre Garrosh et devenir lui-même le nouveau leader de la Horde. Ce faisant, Cairn pourrait relancer des négociations avec leurs adversaires de l'Alliance et peut-être trouver un terrain d'entente. Mais la main du destin est cruelle. Garrosh est comme Cairn, un chef honorable, soucieux de son peuple, à la différence qu'il ne possède pas la patience du tauren et que ses ressentiments envers les nations humaines, elfes ou naines sont grandes. Manipulées à son insu, ses lames seront empoisonnées à l'aube de son duel par Magatha Totem Sinistre, une adversaire politique de Cairn qui saisira l'opportunité pour se débarrasser de son ennemi. Pendant le duel, Cairn dominera largement Garrosh. Il est plus expérimenté, plus calme, et ses coups portent la sagesse du tonnerre. Mais quand il est blessé par une entaille mineure, le poison fait son œuvre. Un venin paralysant et foudroyant, concocté par le clan Totem Sinistre. Cairn tombe à genoux, le regard vers le ciel. Garrosh, ignorant la trahison, porte le coup fatal. Ainsi meurt Cairn sabot de sang, non par la défaite, mais par la trahison et la sorcellerie. Magatha ne voulait pas seulement voir Cairn tomber, elle voulait briser le symbole de sa sagesse. Le vieux tauren, sage parmi les sages, s'éteignit dans la poussière, et les esprits pleurèrent. Son fils, Ben, sabot de sang, prit sa place. Mais son héritage était lourd. Comment guider un peuple de paix au sein d'une alliance vouée à la guerre ? Ben resta fidèle à la terre-mère, cherchant à préserver la sagesse de son père au milieu des flammes et du fer. Dans les guerres qui suivirent contre les morts, les démons et les hommes, les tauren furent toujours présents, non par goût du combat, mais au nom d'une loyauté éternelle. Aujourd'hui encore, Ben marche entre deux mondes, celui du sang et celui du vent. Il reste la voix de la raison dans une horde divisée, rappelant que la force sans sagesse n'est qu'une autre forme de faiblesse. Et quand le tumulte des batailles s'éteint, on entend parfois, au sommet des pitons du tonnerre, une prière portée par le vent, que la terre-mère nous pardonne nos blessures, et que nos pas reviennent un jour à la paix. Les tauren ont toujours été les gardiens silencieux de la Horde. Ils ne cherchent ni gloire ni vengeance. Ils portent sur leurs épaules le poids de la guerre, tout en gardant dans leur cœur la lumière d'Anché. Car si la Horde est le feu, eux en sont la braise tranquille, celle qui réchauffe quand tout s'effondre. Le temps a passé sur les plaines de Mulgore. Ben n'est pas son père. Là où Cairn était la montagne, Ben est une rivière. Il ne frappe pas, il contourne. Il ne commande pas, il écoute. Et pourtant, sous cette douceur se cache une force immuable, la fidélité à la terre-mère, et le refus de laisser la haine consumer son peuple. Dans la Horde d'aujourd'hui, Ben reste la voix de la raison, celle qui parle quand tous crient. Il défend les siens, même lorsque la Horde s'éloigne de son idéal. Il a connu la guerre, la trahison, la perte, mais jamais il n'a perdu la foi. Car pour les tauren, la foi n'est pas un dogme, c'est une manière de marcher. Les tauren savent que le monde change, que la horde, les royaumes, les alliances, tout cela n'est qu'un cycle. Ce qui demeure, c'est le sol sous leurs sabots, la terre, la pluie, le vent. Et tant que la terre-mère respirera, le peuple tauren vivra. Dans les plaines de Mulgore, on dit qu'un jour, quand les tambours se tairont, le vent parlera encore pour eux. Il racontera l'histoire des anciens, des héros et des trahisons, des feux et des neiges, des montagnes et des plaines. Et les esprits se souviendront, car l'histoire des tauren n'est pas celle d'une guerre, ni celle d'un empire. C'est l'histoire d'un peuple qui a choisi la sagesse dans un monde qui ne cesse de hurler. D'un peuple qui marche lentement mais sûrement, toujours dans le sens du vent. Alors, fermez les yeux. Écoutez, ce n'est pas le vent,
Ce sont les voix des taurennes, chuchotant encore et encore. Souviens-toi de la terre, souviens-toi du cercle, souviens-toi de nous. Le monde s'est apaisé, les tribus se sont unies sous le totem du tonnerre et la guerre s'est tue. À présent, la vie des taurennes s'écoule au rythme du vent et du soleil. Ici, dans les plaines de Mulgore, le temps n'avance pas, il respire. Chaque aube est un salut au soleil, Anché, le père de toute lumière. Chaque crépuscule est une prière pour Musha la lune, gardienne du repos et des rêves. Et entre les deux, dans le battement du jour, les taurennes honorent la terre-mère, celle qui nourrit, celle qui accueille, celle qui reprend. Car tout ce qui naît doit un jour retourner à la poussière. Dans les villages taurennes, tout est symbole. Les tentes sont dressées en cercle pour rappeler le cycle éternel de la vie. Les totems s'élèvent au centre, non comme des idoles, mais comme des ponts entre les mondes. Chaque sculpture, chaque peinture, chaque plume raconte une histoire. Ici, les enfants apprennent d'abord à écouter le vent, le battement des sabots, le silence entre deux mots, car c'est dans ce silence que parlent les esprits. Le chaman marche entre les mondes, parle aux éléments et apprend à ses frères à comprendre le langage de la terre. Le druide, lui, veille sur le rêve, il guide les vivants dans la voie de la transformation, rappelant que la vie change de forme, mais jamais ne disparaît. Ensemble, ils forment l'équilibre du cercle. Le chaman parle aux ancêtres, le druide parle aux racines. Le courage chez les taurennes n'est pas dans le combat, bien que dans ce domaine, il ne manque pas de ressources. Mais il est avant tout dans la patience, dans la force tranquille de celui qui endure sans rompre. Les taurennes ne cherchent pas à dominer, mais à comprendre. Leurs armes ne sont pas des symboles de conquête, mais d'équilibre. La lance pour la chasse, le totem pour la prière et la main pour l'amitié. Dans la grande plaine, les kodos sont leurs compagnons, leurs frères de voyage. Les taurennes les élèvent, les nourrissent, les vénèrent. Ils avancent ensemble, partageant la même poussière, la même fatigue, le même souffle chaud du vent. Quand un kodo meurt, on dit que son âme rejoint la terre-mère, et qu'un jour, elle reviendra sous la forme d'un rocher, d'un arbre ou d'un nuage. La capitale des taurennes de Mulgore, les pitons du tonnerre, forme un sanctuaire ouvert au ciel, là où le vent parle plus fort que la guerre. Là-haut, les anciens enseignent aux jeunes l'histoire des tribus. Chaque nuit, les feux s'allument et les tambours reprennent au rythme du monde. Autour des flammes, les taurennes racontent leurs histoires, les légendes des premiers chamans, les batailles de Cairn, les chants du vent et de la pluie. Pour eux, la mémoire est un feu. Si on ne l'entretient pas, il s'éteint. Et lorsqu'un ancien quitte ce monde, son corps retourne à la terre, mais sa voix continue de murmurer dans le vent de Mulgore. Être taurenne, c'est marcher lentement, parler peu et écouter beaucoup. C'est accepter que chaque chose a un esprit et que toute vie mérite le respect. C'est comprendre que la puissance n'est rien sans la paix et que la vraie force réside dans la douceur. La terre-mère respire sous 1000 visages, et les enfants du vent, du roc et de la poussière n'ont pas tous suivi le même chemin. Au fil des âges, quand les continents se sont brisés et éparpillés aux 4 vents, les tribus taurennes ont été dispersées à travers le monde. Certaines ont gardé la foi, d'autres ont dû l'oublier pour survivre. Mais toutes portent encore dans leur cœur le même souffle, celui de la terre-mère. Bien avant que Mulgore ne voie le jour, certains taurennes vivaient plus à l'est, sur les hautes terres du sud de Pandarie. Là, les montagnes rugissaient et les cendres tombaient du ciel. Quand le monde se brisa, ces tribus furent coupées du reste de leurs frères. Isolés, acculés dans des terres volcaniques, ils perdirent peu à peu le contact avec la terre-mère, et le feu qui rythmait leur vie devint leur seul dieu. On les appela les Yongol, peau sombre et cornes tordues par la chaleur. Les Yongol apprirent à survivre dans la fournaise. Ils forgèrent leur culture dans la douleur. Le feu n'était plus un symbole de vie, mais une épreuve de purification. Leurs forges ne s'éteignent jamais, et leurs prêtres entretiennent les flammes du souvenir. Pour eux, la lumière d'Anché n'est plus bienveillance, c'est la colère d'un monde qu'il faut dompter. Leur civilisation farouche et guerrière devint l'une des plus redoutées de Pandarie. Quand les Pandarènes parlaient de paix, les Yongol parlaient de vengeance.
car ils se souvenaient encore, dans leurs rêves brûlants, d'un foyer perdu à l'ouest, d'un peuple oublié. Leur flamme est celle de la mémoire, et si un jour les plaines de Mulgore se couvraient de cendres, leurs frères entendraient à nouveau leur nom, porté par le vent. Les Yongols représentent le visage barbare et guerrier des Tauren. Leur nature est indomptable, imprévisible et consumée par une haine sans limite. Bien plus au nord, dans les terres gelées du Norfandre, d'autres Tauren avaient survécu, mais à un prix terrible. Là-bas, la nature n'est pas une mère, c'est une reine froide, indifférente. Les Tonka ont appris à ne plus lui parler, mais à la forcer à écouter. Là où leurs cousins prient les éléments, eux les commandent. Les chamans manient la glace comme une arme, brisant la volonté du vent pour allumer le feu. Leurs visages sont durs, leurs gestes précis. Ils n'ont pas oublié la terre-mère, mais ils ne lui font plus confiance. Dans le froid, la foi s'est figée. Pourtant, derrière leurs yeux sombres, brûle encore une lueur d'honneur et de fierté. Lorsque les héros de la Horde les retrouvèrent, ils virent un peuple d'acier et de glace. Les Tonka avaient survécu à tout, à la faim, à la solitude, à l'oubli. Eux aussi sont les enfants de la terre-mère, mais leur prière est un cri dans le blizzard. Leur culte n'est plus celui de la paix, mais celui de la résistance. Le froid, les nérubiens, les morts-vivants, les trolls, la nature sauvage. Refermant son cœur, la tribu du grand froid survit à tous ceux qui voudraient la voir à genoux. Et puis, il y a ceux des cimes, les hauts Tauren, ou Tauren de Haut-Roc, vivant au sommet des pics, là où le ciel touche la terre. Culturellement et physiquement les plus proches des tribus de Mulgore, à la différence de leurs cornes ayant la forme de cervidés, un héritage mystique offert par le demi-dieu Cenarius afin de les récompenser pour leur contribution dans les anciennes guerres face aux forces démoniaques lors de la guerre des anciens. De ce pacte ancien naquit une lignée bénie, des cornes gravées de runes et des yeux tournés vers les étoiles. Les hauts Tauren honorent les esprits du vent, de la montagne et de l'aigle. La hauteur est une prière et chaque falaise un autel. Leur cérémonie se déroule dans le silence glacé des sommets, où seule la voix du vent répond au chant des druides. Contrairement aux Yongols ou aux Tonka, les Tauren de Haut-Roc n'ont jamais perdu la foi. Ils sont le souvenir vivant de ce que le peuple Tauren fut à l'origine, noble, paisible, tourné vers la lumière. Ils ne se battent pas pour survivre, mais pour préserver l'équilibre entre les mondes. Dans leurs yeux, on lit la sagesse des anciens, et dans leur totem, on retrouve la trace d'Uln, le héros qui parla jadis au soleil et à la lune. 4 peuples, 4 voix et 4 vérités. L'équilibre de Mulgore, le feu des Yongols, la glace des Tonka, le ciel des Hauts-Tauren. 4 réponses à une même question. Comment survivre quand le monde change ? Et lorsqu'un vent traverse les continents d'Azeroth, il emporte avec lui leur voix, le rugissement du feu, le murmure de la neige, le silence des montagnes et le chant apaisé des plaines. Ensemble, ils forment le grand cercle, ensemble, ils sont les Tauren. Si d'aventure vous décidez d'incarner un Tauren et de prendre la forme de ces antiques colosses, il vous faudra choisir une voie à emprunter. Le guerrier Tauren a appris à utiliser son corps massif à son avantage. C'est un mastodonte de muscles et de fureur, capable de manier les totems qu'il fracasse sur le corps de ses ennemis. Le guerrier est un défenseur du clan, un fantassin escortant les caravanes à travers les plaines. Ils sont grandement prisés par les généraux de la Horde, voyant en ces montagnes une arme capable de briser n'importe quelle ligne de défense. Le chaman ou marcheur d'esprit est un sage prenant souvent le rôle de guide spirituel au sein du clan. Il est le premier pont entre le peuple Tauren et les murmures de la terre-mère sous ses sabots. Lorsqu'il ne communique pas avec les éléments, le chaman traite avec les esprits des ancêtres inhumés sous le soleil brûlant de Mulgore. Le chasseur est peut-être la classe qui incarne le mieux l'esprit du peuple des plaines. Chez les Tauren, il existe un rite de passage vers l'âge adulte appelé la Grande Chasse. Une épreuve qui voit participer de nombreux jeunes Tauren désireux de ramener un glorieux trophée afin d'être reconnus comme des chasseurs accomplis.
Abattre un grand Kodo représente alors une véritable épreuve de force et de courage. Le druide tauren tire ses enseignements des elfes de la nuit, mais ceux-ci interprètent le druidisme à leur façon, rapportant leur pouvoir et les bienfaits de la nature à la terre-mère. Ce sont les tauren les plus proches de Musha, la lune. Ils veillent aujourd'hui à ce que la nature ne soit jamais bafouée au sein de la société tauren. Ce sont des change-formes, capables, comme n'importe quel druide, de se transformer en animal féroce. Forts d'une musculature impressionnante, ces formes animales sont d'autant plus intimidantes aux yeux de leurs victimes. Le prêtre a vu le jour récemment au sein des tribus taurennes, à la fin de la Troisième Guerre. Peut-être est-ce lié au fait que le peuple des plaines se soit mis à côtoyer les fidèles de la lumière des autres peuples de la Horde. Quoi qu'il en soit, c'est Apony Crin-Brillant qui fut la première à véritablement populariser la foi envers Anché le soleil, à manier sa puissance en armes ou en bienfaits protecteurs. Elle se dit que si les druides devaient représenter la lune, eux seraient le soleil. Les adeptes de cette nouvelle doctrine se feraient alors appeler les marches-soleil. Là où les autres prêtres revendiquent la force de la lumière, les taurennes, eux, invoquent directement le soleil à leur aide. Bien sûr, là où on trouve la lumière, on trouve naturellement les ténèbres. Bien que peu communs, certains prêtres ont décidé de suivre les enseignements de leurs alliés réprouvés et ont par conséquent appris les arts de manier les forces ténébreuses du vide. Un savoir tabou au sein des différents clans, sauf pour celui des totems sinistres, chez qui cette puissance est encouragée. Le paladin tauren, lui aussi de l'ordre des marches-soleil, est le résultat du mélange honorable d'un guerrier des tribus ayant suivi les enseignements des adorateurs d'Anché. Il est le prêtre, troquant son bâton pour la masse et la hache. Mais là où le guerrier tauren peut être guidé par la fureur, le marche-soleil parcourt le monde pour y apporter la paix et l'harmonie. Se tenir à côté de cet être, c'est ressentir une aura de chaleur indescriptible, celle d'un avatar vertueux du soleil, venu récompenser les justes et châtier les impies. Le mage tauren est une anomalie. Son existence même peut sembler absurde au sein des différents peuples d'Azeroth. Pourtant, la proximité avec les peuples de la Horde a fini par créer des curieux au sein des tribus taurennes. Ces mages sont souvent des marginaux, des taurennes en quête de savoir, désireux de fouiner dans les livres des villes elfiques, plutôt que de passer leur temps à rêvasser au son des tambours. Aussi étrange soit-elle, cette nouvelle génération de sorciers apportera du changement chez le peuple des plaines. Seront-ils bannis, condamnés à l'errance pour leur rejet de la voie des ancêtres, ou seront-ils accueillis comme le renouveau d'un peuple tourné vers l'avenir? Le voleur tauren comme le mage peut susciter la moquerie. On imagine mal une créature si imposante se faufiler dans les ombres. Mais être voleur, c'est aussi être un brigand, un coupe-jarret, une crapule ou un pirate. Et bien que ces mots ne caractérisent pas souvent les taurennes, il a toujours existé des êtres destinés à faire le mal en vue d'en tirer un profit. Rarement impliqués dans les affaires des tribus, ils voyagent et finissent souvent au sein d'un équipage de forbans, ou bien au sein d'un gang de malfrats dans les rues sombres d'une capitale, où ils remplissent les rôles d'hommes de main. Le démoniste tauren est définitivement à l'opposé de ce qu'un tauren est censé représenter. Il manie des énergies gangrénées, corrompt et participe à des rituels maléfiques. Même au sein de la tribu des totems sinistres, un tel individu serait perçu comme dangereux et trop extrême. Leurs origines peuvent être variées et diverses. Ils peuvent avoir été un mage qui a rompu avec les arcanes pour embrasser des savoirs interdits, un parjure ayant plongé sa tribu dans les flammes pour l'avoir défié, ou plus simplement, un curieux ayant suivi les enseignements d'un mentor d'un des autres peuples de la Horde. Le moine tauren est apparu en même temps que la découverte de la Pandarie par la Horde. Cependant, les taurennes n'ont pas attendu les Pandarènes pour écouter le vent. Ils ne sont pas étrangers à la spiritualité, vivant déjà en harmonie avec la terre-mère et les esprits. Le monachisme, tel qu'introduit par les Pandarènes, fut une révélation pour certains des habitants de Mulgore, qui se révélèrent être de fabuleux apprentis auprès des maîtres Pandarènes. Bien qu'encore peu nombreux et peu populaires, ces parangons de discipline comptent parmi les moines les plus assidus et les plus aguerris d'Azeroth. Enfin, le chevalier de la mort tauren représente une vision de la fin du monde. Sa silhouette domine les autres combattants comme une montagne sombre. Là où un tauren vivant impose déjà le respect par sa taille et sa puissance, la mort l'a transformé en quelque chose de pire. Une masse de muscles figés par la nécromancie, enveloppée d'une armure noire gravée de runes glacées qui pulse d'une lumière bleue froide. Tragiquement, aucun tauren n'a volontairement choisi la voie du chevalier de la mort. Tous ont un jour été les marionnettes ressuscitées du roi Lich avant de récupérer leur esprit et de retourner parmi les leurs. Bien sûr, comme tous les chevaliers de la mort, le retour fut rude, et bien que les taurennes soient un peuple compréhensif, les chevaliers de la lame d'ébène ne seront plus jamais véritablement chez eux.
au sein des tribus. Quel que soit le chemin que vous prendrez, nul ne pourra vous ignorer. Vous, le digne héritier de millénaires de survie, enfant primordial du soleil et de la lune, vous êtes le gardien d'Azeroth. Vous êtes un tauren. En quête de votre destin. En temps voulu, c'est lui qui vous trouvera.